Chaque intervenante va commencer par faire une courte présentation de son sujet d'expertise, puis j'inviterai les intervenantes à échanger ensemble. Et ensuite, Caroline, que je remercie pour son support logistique lors de cette table ronde, prendra vos questions dans l'espace questions et réponses et les transmettra aux intervenants. Donc, sentez-vous libre de poser vos questions dans cet espace tout au long de la table ronde et il y aura des temps dédiés pour y répondre. Donc, pour information, Madame Santini devra nous quitter à 14h45. Donc, nous ferons la petite session questions-réponses juste après sa présentation. Mais venons-en à notre sujet. L'une des raisons avancées aujourd'hui pour planter des arbres en ville est de s'adapter au climat et à ses évolutions à venir. Mais les arbres en ville ont-ils toujours eu une fonction utilitaire? Dans quelle mesure peuvent-ils être une solution aux enjeux rencontrés par les aires urbaines? À quelle échelle? Que planter? Comment et pourquoi? Quelles sont les initiatives lancées par les villes pour tenter de répondre à ces enjeux? C'est à ces questions que nos trois intervenantes vont vous apporter des éclairages et mettre en lumière des sujets encore à creuser. Donc, il s'agit de Chiara Santini, professeure d'histoire des jardins et du paysagisme à l'École nationale supérieure du paysage et spécialiste de l'histoire des parcs, des jardins et de la plantation à Paris au XIXe siècle, qui va nous aider à opérer une prise de recul historique en se demandant quelles ont été les ruptures ou continuités dans la manière de percevoir et gérer le végétal en ville entre le XIXe siècle et aujourd'hui. Puis Marjorie Musy, directrice de recherche au CEREMA, qui a été directrice scientifique du projet européen Nature for Cities, va repositionner l'enjeu de la végétalisation en ville par rapport aux autres enjeux d'adaptation au changement climatique, en prenant en compte notamment l'échelle considérée. Et pour finir, Mathilde Renard, responsable de la division expertise sol et végétal de la direction des espaces verts de la ville de Paris, va nous présenter quelques réflexions et études en cours sur le choix des essences à la ville de Paris. Madame Santini, nous vous écoutons pour un premier éclairage historique. Non, je ne sais pas. C'est bon. Oui. Je vous invite à partager votre écran, du coup. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous le voyez? Tout à fait. Parfait. Alors, je mets un peu l'écran. Voilà. Bonjour, donc merci déjà de m'avoir invité à participer à ces assises. J'en suis ravie. Et parce que je connais le travail de la ville de Paris et des plantes cités depuis longtemps. Et alors, dans les 5 minutes qui me sont allouées, je vais vous proposer quelques éléments pour réfléchir dans une perspective historique au rôle des plantations au sein d'un espace urbain. J'ai organisé ma présentation donc autour de quelques mots. Alors, le premier, c'est un mot qui est un mot très cher aux historiens et est celui de longue durée. C'est-à-dire que la question, quand on aborde la question des plantations en ville, des arbres et des végétaux en ville plus en général, il faut se rendre compte qu'on aborde une question qui en fait s'articule avec l'histoire de la ville occidentale depuis l'Antiquité. Donc, ce n'est pas une question du XXe siècle, ce n'est pas non plus une question du XIXe. La ville compose avec ses plantations de façon, disons, volontaire ou pas, depuis l'Antiquité. Alors ici, vous avez quatre images en réalité. Je ne les vois pas toutes parce que je vous vois à l'écran. Mais la grande image est un fresque de la ville de Rome qui se trouve en Vatican, dans la Galleria delle Carte. Donc vous voyez la ville de Rome qui est construite avec son enceinte muraire qui est beaucoup plus grande de l'habitat, justement pour pouvoir intégrer au sein même de l'habitat, donc au sein même de l'URBS, des champs, des jardins et des prés. Vous avez aussi au XVIIe siècle, XVIIIe, ces plans que j'ai trouvés voilà, pendant mes recherches à la Bibliothèque nationale. Donc là, c'est le quartier de Montparnasse. Et vous voyez en fait la trame urbaine de ces Paris d'Ancien Régime où vous avez les bâtiments sur les artères principales qui sont qui sont prolongés dans l'îlot par des jardins et des terrains cultivés. Les terrains cultivés sont ceux que vous voyez des couleurs différentes organisés de façon rationnelle et les grandes plantations d'arbres qui commencent à occuper les boulevards qui sont rasés par décret de Louis XIV, décret royal de Louis XIV et donc plantés. Donc ici,
ici, vous avez par exemple les Montparnasse. Et aussi des plantations d'arbres qui envahissent la ville autant comme lieu de délectation et des promenades. Donc, les mots même promenade viennent des promenoirs, donc du boulevard, parce que c'est un mot lié à l'art militaire. Les promenoirs, c'est les lieux où on se promène pour observer le paysage. Donc, les premiers mots utilisés pour définir les boulevards, en fait, c'est le promenoir et donc de la promenade. Mais aussi les arbres en tant qu'élément pour penser la ville. Donc ici, vous avez un projet des années du début du 19e siècle où on s'imagine de combler un bras de la Seine, notamment celui le long de la rue de la Cité, de la Cité côté rive droite, rive gauche, pardon, avec des doubles et triples et quadruples aussi plantations d'arbres qui feront un grand promenoir. Donc, une question qui occupe en réalité l'administration des villes européennes depuis très très longtemps et dans laquelle s'articulent trois concepts qui me semblent fondamentaux. Alors, d'un côté, vous avez la technique. Donc, pour penser la plantation en ville, il faut se doter d'instruments, des formations et aussi des éléments qui diffusent les savoirs. Alors, j'ai vu là tout à l'heure des questions à propos, par exemple, de la gestion des arbres par des entrepreneurs privés. La grande nouveauté dans les paris d'Haussmann et plutôt dans les paris d'Alphand, c'est d'avoir intégré au sein de la ville même de Paris un service qui est intégralement consacré à la gestion du végétal et d'avoir formé encore des spécialistes, donc d'avoir récupéré des entrepreneurs privés la gestion des plantations urbaines, les confiant à encore des spécialistes qui passent des concours où doivent démontrer une connaissance de l'arbre telle pour pouvoir être intégrés dans les services de la ville. Et comme ça, vous voyez dans les autres images comment cette technique se décline aussi dans l'invention d'instruments adaptés, donc les fameux chariots pour le transport des arbres en motte, les éléments des calculs pour la disposition des arbres le long des boulevards par rapport au mobilier urbain et aussi aux éléments de la vie contemporaine. Donc ici, c'est un petit dessin qui vient des archives de Paris. Donc les calculs de la taille des arbres par rapport à la hauteur de l'omnibus et à la hauteur des différents moyens de transport pour permettre aux gens qui s'assoient sur les toits de ces transports de ne pas être gênés par la présence des arbres, qui pourtant sont partout. Alors, vous le voyez ici dans cette belle coupe, comment ces plantations sont finalement de la technique, mais aussi de l'esthétique, et ils vont composer les tout de la ville, un paysage urbain que nous connaissons et qui, encore une fois, ce n'est pas un paysage urbain inventé au 19e siècle, mais c'est un paysage urbain qui vient de l'histoire des jardins. Donc, ici, c'est une allée des jardins de Versailles. Et là, en bas, vous avez une planche tirée d'Alphand, donc un livre qui est publié entre 1867 et 1873. Et vous voyez que les savoirs des alignements des grands chemins qui sera adopté par l'administration d'Henri IV, comme a été évoqué tout à l'heure, sera ensuite transcrit dans l'aménagement des jardins. Et dans l'aménagement des jardins, arrivera dans la ville avec des compositions comme celles que vous voyez ici, donc notamment ici c'est la place des Vosges par exemple, là c'est la place de la Nation, là c'est le derrière de Notre-Dame, et qui vont s'articuler avec des écritures différentes, donc une écriture par exemple paysagère. Et tous ces arbres-là correspondent à une esthétique, donc c'est ça la grande leçon, si vous voulez, du Paris haussmannien, c'est que l'arbre est l'un des éléments pour penser la ville et pour composer son paysage. Et ça, je pense que c'est un héritage très important que nous pouvons adapter aujourd'hui aux défis climatiques et aux enjeux qui nous sont proposés. Et pour terminer, il ne s'agit pas seulement d'une question d'hygiénisme. C'est un mot un peu parapluie sur lequel on met beaucoup de choses, mais il s'agit aussi de bien-être. Donc, c'est un mot qu'on retrouve régulièrement dans les traités du 19e siècle. On est consciente du fait qu'au-delà de la santé du corps, il y a aussi une santé de l'esprit. Et donc, les arbres composent des espaces publics, composent les espaces où on apprend à être citoyen, en fait au 19e siècle, au 18e comme au 19e siècle. Et donc, l'espace de la mixité
à prendre avec des guillemets pour le 19e siècle, l'espace du jeu, l'espace de la rencontre. Alors, et je vous quitte avec ces belles images qui viennent en partie des collections parisiennes. Donc, la dernière est un calendrier de 1929. Je trouve qu'elle est très actuelle et qui montre donc les jardins de Luxembourg qui ont été depuis toujours, depuis en réalité le XVIIe siècle, l'un des jardins les plus aimés par les Parisiens. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Chiara, pour ces éclairages sur un passé finalement assez peu connu aujourd'hui. Mesdames Musi et Renard, est-ce que vous aviez des questions à poser à Madame Santini suite à cette présentation? Si je peux commencer, oui. Vous avez commencé à parler d'hygiénisme et de bien-être, mais en développant surtout la partie bien-être. Moi, j'aurais voulu savoir, parce que c'est une question qui nous est souvent posée, si par le passé, il y a déjà eu finalement des intentions aussi bioclimatiques par rapport à la présence du végétal en ville, tout comme on peut l'avoir un peu sur les formes urbaines, par exemple, où il y avait, alors plus souvent des questions d'hygiénisme, en tout cas sous nos climats, et bioclimatiques sous d'autres climats. Alors, les archives nous disent que, par exemple, dans les Paris du 19e siècle, quand on plante, on est bien conscient que la ville est très chaude et que donc, à planter des arbres, ça rafraîchit les promenades. C'est une conscience qu'on a d'ailleurs à partir du XVIIe siècle, mais là, c'est fait vraiment de manière très structurée. Donc, on s'est dit que à chaque fois qu'on peut planter, il faut planter sur la base d'une dimension préétablie de la chaussée. Alors, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une conscience climatique? Je pense que non, surtout les sciences sur le climat ne sont pas encore assez développées à l'époque, mais certes, il y a une volonté d'adapter, oui, d'adapter la politique du végétal aux conditions d'habitation de la ville. Même si ce n'est pas clairement exprimé, c'est certainement ça. Donc, l'air est plus sain. Bon, métaphoriquement, par exemple, on parle de la ville réseau pour le 19e siècle. Alors, les réseaux représentés par les promenades et plantations, c'est les réseaux de la respiration. Donc, on dit que ces promenades sont comme les artères. Donc, aujourd'hui, ça résonne avec l'histoire des trams vertes et bleues, les artères d'un corps et sont aussi les poumons, celles qui donnent la vie et la respiration au corps de la ville. Donc, il y a cette conscience, même si scientifiquement, c'est assez difficile de pouvoir les comparer à nos raisonnements d'aujourd'hui. Merci. Mathilde, vous aviez une question? Oui, j'avais une question qui faisait un petit peu écho à celle qui vient d'être posée, mais c'était savoir si dans les documents historiques, on retrouve aussi un lien avec le rapport à l'eau. C'est-à-dire, est-ce que les arbres sont associés aussi à la présence d'eau ou est-ce que c'est associé peut-être aussi aux compétences techniques que vous avez citées en termes d'arrosage et de maintien de cette végétation? Et la deuxième question que j'avais, c'était plus sur la diversité, parce qu'à Paris, on a des alignements historiques assez homogènes, parfois avec la même essence. Est-ce que cette notion de diversité, elle est présente historiquement, peut-être dans d'autres villes, pour diversifier les essences qui sont plantées? Alors, en ce qui concerne la première question, disons que la gestion de l'eau, surtout la gestion de l'eau de pluie et la gestion de l'arrosage, sont des problèmes qui se posent au moment où on va mettre en place un service, par exemple à Paris, des promenades de plantations, qui doit gérer ces patrimoines végétaux. Donc, pour la question de l'arrosage, on essaie d'utiliser le plus possible les sources à disponibilité qui sont disponibles. Donc, par exemple, je pense au bois de Boulogne où une partie du réseau est faite aussi pour pouvoir automatiquement distribuer l'eau sur la promenade. Donc avec les moins d'efforts possibles et les moins d'implication des personnels. Et dans le cas des arbres d'alignement de la ville de Paris, le système est très intéressant. Donc je pourrais venir, si vous voulez, à cette image-là, celle qui est en bas à droite. En fait, à l'époque d'Haussmann, on s'est dit qu'on épargnerait beaucoup plus de main-d'œuvre et d'énergie si on essayait d'arroser les arbres à l'intérieur même de la tranchée. Donc, il y a des dérivations du système hydraulique, des tuyaux, donc
des égouts avec de l'eau propre, qui sont utilisés pour arroser les arbres, pour envelopper avec des drains les mottes des arbres pour les arroser de l'intérieur. Alors, comment on trouve cette eau? Ben, c'est de l'eau de pluie. Ces drains servent aussi pour récupérer l'eau de pluie. Donc, quand il pleut, les drains sont ouverts, ils récupèrent l'eau de pluie et ils vont la redistribuer aux arbres directement de l'intérieur. Alors, l'utilisation de l'eau pour l'arrosage est très rare au 19e siècle, par exemple, dans les allées pour cette raison. Et c'est plutôt un problème de comment se libérer de l'eau. Non, c'est plutôt un problème comment éviter la poussière sur les rues, et c'est là que l'eau sera nécessaire. Donc, il y a vraiment des systèmes des grands tonneaux remplis d'eau qu'on va faire traverser la ville pour empêcher la poussière, mais on a la même chose exactement dans les jardins depuis le XVIIe siècle. Alors, pour les essences, la règle qui vient du XVIIe siècle encore, c'est qu'une belle promenade, un bel alignement, c'est un alignement cohérent. Donc, la cohérence signifie avoir la même espèce. Alors, pour ce qui concerne les infrastructures, donc les grands chemins et les grandes routes de France, les corps des ingénieurs des ponts et chaussées, à partir du 19e siècle, ils prennent les partis de planter au moins 2 essences, de façon à que si l'une des deux est atteinte par une maladie ou des insectes, et donc il faut les couper, l'autre va garantir l'ombre. Donc, elles travaillent en chenille, si vous voulez. Mais pour les promenades parisiennes, par exemple, les archives nous disent que à partir de l'époque d'Haussmann, l'un des problèmes qu'on reconnaît au boulevard, c'est qu'il y a plusieurs essences et d'âges différents et des santé différentes, et ça est considéré, et cette apparence n'est pas du tout appréciée. Et donc, les projets d'Haussmann, de l'équipe d'Alphand plutôt, excusez-moi, mais je parle d'Haussmann, mais en réalité, il faudrait parler d'Alphand, parce que c'est Alphand qui a géré tous ces énormes services pendant 40 ans, donc alors qu'Haussmann a été préfet de la Seine juste 17 ans, donc il faudrait revendiquer aussi cet héritage qui fait de la ville de Paris quand même la première ville au monde qui a créé une administration consacrée intégralement au végétal en ville, au moins en Europe, excusez-moi, mais je pense dans le monde aussi. Alors, l'administration d'Alphand décide de planter là où il n'y a pas d'arbres et de planter de façon cohérente là où il y en a déjà. Donc, là, la plantation d'alignement dans les Paris du 19e siècle et jusqu'aux années 50 du 20e, c'est une plantation qui est faite privilégiant les marronniers et les platanes, alors que les plantations du Paris d'Ancien Régime, c'était plutôt les ormes, mais on sait que les ormes ont subi l'attaque de nombreux parasites, dont la graphiose, au 18e siècle. Et donc, on a essayé de toutes les façons de sauver certains ormes historiques dont on reconnaissait l'importance, par exemple les plantations des Champs-Élysées, mais finalement, on a abandonné parce que c'était vraiment impossible de les gérer. Et c'est là qu'on a prévu des arbres qui étaient beaucoup plus résistants et qui étaient, disons, plus adaptés aux usages de nouveaux espaces publics. Je m'explique. Les marronniers et les platanes donnent de l'ombre très vite, ils poussent très vite, ils changent de couleur dans le cas des marronniers et c'est très agréable à voir aussi. À différence, par exemple, d'un autre arbre comme les tilleuls, qui est très apprécié depuis le XVIIe siècle, mais qui fait des fleurs qui tombent et qui parfument certes l'air, mais pour les services de promenade de plantation, après, c'est un problème parce qu'il faut ramasser les fleurs et il faut empêcher aussi que les gens aillent cueillir les fleurs directement dans l'arbre, les blessant. Donc, la protection de l'arbre, c'est l'un des autres éléments qui est au cœur de cette administration. Les langages qu'on utilise pour parler des arbres est un langage médical. Les arbres sont blessés ou mutilés. Et celui qui a découvert avoir provoqué ça, il écope dans des amendes très, très importantes, avec des vrais procès administratifs. Après, on a d'autres alignements où on trouve des sycomores, des érables, des acacias ou des paulownias, dont les magnifiques paulownias de la place d'Italie depuis sa création, donc depuis 1878. Mais c'est juste pour
mais ce sont toujours des plantations cohérentes, mais c'est juste pour, comment dire, singulariser ou enjoliver un lieu qui, pour des raisons différentes, est considéré un lieu très important. Donc, les Polonia, par exemple, ce sera la place d'Italie parce que c'est la grande place au sud de Paris à la veille de l'exposition universelle et on va utiliser les mêmes Polonia pour l'ancienne rue de la Reine Hortense qui avait été ravagée pendant la Commune. Merci Chiara pour ces réponses. Caroline, on va peut-être prendre une question des participants, deux si on a le temps, mais ça risque d'être trop court. Caroline, on Très écoute. bien. Alors, j'ai deux questions très rapides qui semblent avoir été vraiment posées pour Madame Santini. La première porte sur est-ce qu'on peut considérer que l'arbre est considéré comme un élément de mobilier urbain depuis Haussmann, mais donc depuis Alphand, si on a bien écouté. Et puis la seconde, qui offre peut-être plus de perspectives, c'est quels arguments mettre en avant pour convaincre certains ABF frileux à la perspective de la végétalisation de sites patrimoniaux. Alors, l'arbre, je ne pense pas qu'on puisse le considérer comme un mobilier urbain, c'est le contraire. C'est le mobilier urbain qui fait partie des promenades de plantation. C'est-à-dire que l'administration haussmannienne, alphandienne plutôt, intègre les mobiliers urbains et même l'éclairage urbain au sein des promenades de plantation. Donc, d'abord, il y a les promenades de plantation et les jardins. Après, il y a le mobilier qui doit être articulé avec les promenades de plantation. Donc, c'est un peu la question, je pense qu'il faudrait la poser un peu d'une autre façon et c'est très intéressant parce que c'est le contraire de ce qu'on pourrait penser. Alors, comment convaincre les ABF? Alors, je ne sais pas. Sur ça, j'ai une position qui est assez, comment dire, je ne suis pas trop. Je pense qu'il faut travailler cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a des sites patrimoniaux qui ont été conçus dans l'esprit même du lieu du projet pour être des sites minéraux. Et donc, je ne pense pas que parfois planter les quelques arbres autour d'un site qui était composé pour ne pas avoir de la végétation autour va vraiment changer la donne. Je pense qu'il faut planter là où on peut, mais quand il s'agit des patrimoines, il faudrait toujours faire attention parce que la durabilité du patrimoine, c'est aussi conserver l'esprit avec lequel ces bâtiments ont été conçus. Et souvent, il s'agit des bâtiments qui ont été conçus pour ne pas avoir autour des arbres. Merci beaucoup pour ces réponses. On va poursuivre cette table ronde, mais on vous remercie énormément, Madame Santini, d'avoir accepté d'intervenir et pour ces informations très intéressantes. On vous dit au revoir dès maintenant, du coup. Et Je vous dis au revoir et je pars au château de Versailles qui est à côté, donc dans le patrimoine. merci beaucoup. Au revoir. Du coup, on va passer à la deuxième intervention. Donc, pour continuer à creuser ce sujet, je me tourne vers vous, Marjorie Musy. Quelle est la contribution de la végétalisation pour répondre aux enjeux climatiques? Bonjour à tous. Alors, pour répondre, ou tenter de répondre, puisque la recherche n'a malheureusement pas toutes les réponses sur les questions on va dire de la performance climatique du végétal en ville. Je vais développer un petit argumentaire autour de l'adaptation climatique des villes et l'enjeu du végétal, et puis en axant quand même le discours sur deux échelles. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de ces deux échelles? C'est parce que je lis bien souvent des appels d'offres des collectivités et je me rends compte qu'il y a quand même une confusion dans les notions de base d'îlot de chaleur urbain et de confort thermique. Et je trouvais intéressant de développer finalement les deux échelles et en quoi nous, chercheurs, nous les distinguons parce que derrière, ça ne fait pas appel au même phénomène finalement par rapport au rôle du végétal et puis par rapport aux mêmes outils d'aide à la conception. Alors, en tout premier lieu, oui, cette journée, elle est autour de l'adaptation climatique. Il est assez évident que l'arbre, dans
toute la palette des solutions végétales que l'on peut trouver, et certainement le dispositif qui pourrait trouver les meilleures performances par rapport à l'adaptation climatique, et notamment en raison de l'ombrage. Mais si on regarde un petit peu plus largement, ce qui est vraiment intéressant dans le végétal en général, c'est qu'il va pas seulement répondre aux enjeux d'adaptation climatique, mais on va répondre à beaucoup d'autres enjeux auxquels les villes font face à l'heure actuelle en termes de développement durable, aussi bien des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Et donc, c'est en ça que on va trouver un intérêt beaucoup plus grand sur certaines solutions végétales que sur des solutions grises qui peuvent être complémentaires. Je pense à des pavés poreux, etc., puisque on a quand même la ville supporte de nombreux usages, et pour répondre à ces usages, on a des contraintes également, par exemple de voirie ou de trottoirs, d'accessibilité, etc. Les images que je montre là sont des productions du projet Nature for Cities, dans lequel Planticité a été fortement impliquée, et puis dont j'ai été responsable scientifique. Et puis à droite, vous pourrez trouver sur le site du projet Nature for Cities ce qu'on a appelé un explorer de solutions fondées sur la nature, qui permet justement, soit à partir des enjeux auxquels on veut répondre, de naviguer dans les solutions fondées sur la nature, soit à partir des solutions de voir auxquels enjeux urbains ils répondent. C'est une manière un peu ludique d'approcher cette question des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, et des solutions fondées sur la nature. L'outil est très perfectible dans son contenu, et c'est ce à quoi nous travaillons, mais il s'agit déjà d'une première entrée, on va dire. Alors, j'ai parlé des deux échelles. Pour moi, il y a vraiment deux échelles différentes. Il y a l'échelle de l'espace, du confort thermique, où on répond à cet enjeu de bien-être dont on a parlé tout à l'heure, local. On traverse la rue, c'est différent. Là, il y a une image d'une personne qui s'est installée pour dormir sous l'arbre. C'est pas du hasard. Elle serait 1 mètre plus loin, elle ne serait pas du tout confortable, elle ne dormirait pas là. Donc en fait, cette notion de confort thermique, elle reste très très locale. On verra dans le slide suivante comment on y répond. Et puis la notion d'îlot de chaleur urbain, qui elle s'aborde à l'échelle de la ville, plutôt de la cartographie des températures en ville, des différences de température entre la ville et la campagne, puisque c'est même la définition de l'îlot de chaleur urbain, et il s'agit de température de l'air qui ne représente pas le confort. Le confort, ça va bien au-delà d'une température de l'air qui varie finalement peu en ville, enfin qui varie peu aussi, si la nuit, en fait, quand même en ordre de grandeur, des jours de ciel clair avec peu de vent. En période de canicule, on peut avoir sur certaines villes 8 à 10 degrés de plus que dans les espaces ruraux environnants. Mais en termes de confort et de ressenti, ça peut être beaucoup plus, parce qu'en plus, on est entouré de surfaces qui sont très chaudes. Si on n'arrive pas à trouver de l'ombre, on va se retrouver avec des températures ressenties très, très importantes. Et donc, c'est vraiment cette différence entre îlot de chaleur urbain qui se mesure sur la température, et confort thermique qui se mesure sur une approche de bilan du corps, et puis des flux qui arrivent sur le corps, et notamment le flux solaire, donc, qui peut être abrité par la végétation. Donc les actions, elles sont différentes, elles sont compatibles. En général, les actions qui permettent d'assurer le confort thermique, elles vont également réduire le niveau de chaleur urbain. Mais elles peuvent être très locales, et si on a juste des actions très très ponctuelles sur le confort thermique, effectivement, on ne répondra pas globalement à l'échelle de la ville à l'atténuation de l'îlot de chaleur urbain. Donc pour améliorer le confort thermique, on va réduire les flux thermiques sur l'usager, c'est ombrager, éviter les réflexions solaires sur les usagers. Par exemple, un dispositif qui est très utilisé pour éviter l'îlot de chaleur urbain, ça peut être des surfaces claires. Les surfaces claires, elles réfléchissent vers l'usager. À certains moments de la journée, elles peuvent être très inconfortables. Donc, à essayer d'avoir des surfaces environnantes plus fraîches, de l'air plus frais, moins humide. L'humidité n'est pas un facteur qui favorise le confort thermique, et puis favoriser les vitesses d'air.
on va retrouver une partie de ces actions sur les lots de chaleur urbains, ventiler la ville, avoir des grands couloirs d'air frais sur la ville, et puis réfléchir au maximum le rayonnement. À l'échelle de la ville, si on ne s'occupe pas du confort thermique de l'usager, ce sera vraiment une des options possibles. Alors, en termes d'aménagement de l'espace, pour le confort thermique, ce sera un aménagement local de l'espace, vraiment une distribution spatiale très fine au niveau de l'usager. Et en termes de l'îlot de chaleur urbain, c'est vraiment la distribution dans la ville en fonction de la densité, notamment de la ville, et une densité de végétal, plus on aura une quantité de végétal importante, et notamment d'arbres, plus on arrivera à réduire les lots de chaleur urbains. Alors, en termes d'outils, on a des outils, on a des guides, on n'a pas de recette toute faite sur aucun de ces sujets, et on ne sait pas vous dire « mettez tant d'arbres, vous gagnerez 2 degrés ». La recherche et le travail n'y arrivera sans doute jamais. Donc, pour l'instant, on est plutôt à développer des outils qui permettent de simuler en fonction des configurations urbaines d'essayer d'approcher l'efficacité de certaines combinaisons de dispositifs, parce qu'à chaque fois, on ne peut pas vous dire vous gagnerez plus avec tant d'arbres. Pourquoi? Parce que la forme urbaine joue, les matériaux, tout joue. Il y a aussi des développements d'outils de mesure, et puis un certain nombre de guides où il y a des indications de bonnes pratiques, et puis des explications plus pédagogiques, on va dire. Là, je présente le guide qui a été fait il y a quelques années en collaboration avec Plantécité sur les impacts du végétal en ville, où il y a une partie sur le confort thermique, et puis un guide qu'aujourd'hui on a fait avec Tribu pour l'ADEME, qui s'appelle « Rafraîchir la ville, des solutions variées » sur l'ensemble des fiches solutions. Il y a beaucoup de solutions végétales où on a essayé d'évaluer, à donner des ordres de grandeur, des effets. Par exemple, des arbres dans des rues, on peut gagner jusqu'à 2-3 degrés. Mais ce qui nous manque beaucoup, c'est qu'on a peu de données publiées en France. Il y a quelques sites mesurés, mais finalement, on n'a pas capitalisé, et ça, c'est vraiment dommage, capitaliser des données pour pouvoir ensuite apprendre collectivement, en fait, de ces données, et donc avoir des mesures vraiment fiables, et puis de comprendre à chaque fois pourquoi ici ça fonctionnerait, pourquoi tant de degrés, et puis pouvoir transmettre. Merci beaucoup, Marjorie, pour ces explications. On va enchaîner tout de suite avec un retour sur d'expériences du terrain. Donc, j'invite Madame Renard à nous présenter quelles sont les questions et expérimentations de la ville de Paris quant au choix des essences. Et ensuite, nous passerons aux échanges pour finir cette table ronde. Bon, ça y est, je suis passée en plein écran, j'espère que ça fonctionne bien. Donc effectivement, je travaille à la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris, et je souhaitais vous présenter quelques enjeux pour la ville de Paris et quelques réflexions qui sont en cours sur le choix des essences à Paris. Alors, ça ne passe pas à la diapositive. En introduction à mon propos, je souhaitais quand même repréciser précisément je travaille à la direction des espaces verts et de l'environnement. Ça a été cité tout à l'heure. Je suis responsable d'une division qui s'appelle expertise sol et végétal. Donc en fait, ce n'est pas moi qui entretiens les arbres à Paris, mais on est en appui technique pour apporter des conseils, construire des outils, des doctrines techniques sur le sujet du sol et végétal, et mener aussi des études et des expérimentations. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on est questionné sur le choix des essences à Paris, pour essayer d'orienter le choix de ces essences en lien avec le changement climatique, améliorer aussi les connaissances sur le comportement des arbres en milieu urbain, et en trame de fond, garantir aussi la santé et la pérennité des plantations qui sont mises en place. Alors, autour des arbres et du changement climatique à Paris, on a déjà quelques éléments qui nous guident dans le choix des essences, mais aussi encore beaucoup de questions. Donc, ce qu'on recherche avant tout, c'est des arbres qui sont rafraîchissants, mais c'est ce qui vient d'être dit. En fait, on a assez peu d'études qui nous permettent vraiment
déterminer quelles sont les essences les plus rafraîchissantes. On se pose beaucoup de questions sur la part de l'efficacité qui est due à l'ombrage, celle qui est due plus à l'évapotranspiration. Dans un contexte de réduction aussi de la ressource en eau, est-ce que ce pouvoir rafraîchissant il est maintenu quand on a presque plus d'eau? Et puis finalement, est-ce que toutes les essences se comportent de la même manière ou est-ce qu'on peut réellement avoir un comportement différencié entre les essences qui sont plantées? Le deuxième point, c'est qu'on essaie de trouver des arbres qui sont résistants à la sécheresse. Et là, ça soulève aussi beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut s'orienter et privilégier les essences locales qui, a priori, se sont adaptées au cours du temps à notre climat local? Est-ce qu'il faut se tourner de plus en plus vers des essences plus méditerranéennes et de plus en plus résistantes à des épisodes de sécheresse plus longs? Et puis, est-ce qu'on peut à la fois être résistant à la sécheresse et rafraîchissant? Est-ce qu'on peut trouver des arbres qui sont efficaces sur ces deux volets? Et le troisième point que j'ai appelé des arbres adaptés, c'est que cette question du changement climatique, elle est au croisement avec plein d'autres enjeux de biodiversité, de développement d'une canopée riche pour la biodiversité, de paysage, ce qui a été évoqué tout à l'heure en termes de patrimoine à Paris. Des éléments qui se renforcent avec le changement climatique, comme l'apparition de certaines maladies ou certains ravageurs, ou le développement des sensibilités au pollen. Donc, l'atout sur lequel on souhaite miser à la ville de Paris, c'est la diversification. Donc, diversifier les essences pour essayer d'avoir un panel de services rendus. Et puis, peut-être aller jusqu'à la diversité génétique au sein des essences pour garantir une certaine résilience aussi des essences qui sont plantées. Un petit focus sur une étude arbre et climat. Donc, on avait fait le même constat, c'est qu'il y avait assez peu d'études qui permettaient de dire qu'un arbre rafraîchit de tant de degrés dans la rue. Et donc, on a souhaité lancer une étude qu'on a lancée en 2018 avec 2 bureaux d'études, Hydrasol et Écosystème, qui nous a permis d'équiper 36 arbres de 9 essences différentes, donc sur 5 sites à Paris. Et ces arbres sont équipés pour une durée de 3 ans, donc 3 saisons complètes. On a installé un dispositif d'appareils et de mesures qui croisent à la fois des données de ce que j'appelle de microclimat local, donc des données de température de l'air, de vitesse de vent, d'humidité, des données plutôt de physiologie de l'arbre qui permettent d'évaluer si l'arbre est plutôt en stress hydrique, en croissance, et puis des données morphologiques où on essaie de reconstituer une image 3D des houppiers des arbres pour avoir une idée de la densité de houppiers, du volume de houppiers. Donc, cette étude, elle répond effectivement à l'objectif de mesurer concrètement en conditions réelles à Paris l'effet rafraîchissant des arbres. On souhaite, grâce à ces observations, pouvoir évaluer la résistance des essences à la sécheresse. Et puis, on espère pouvoir observer des différences de comportement entre les essences et essayer de dégager des caractéristiques qui semblent jouer un rôle majeur sur soit le potentiel de rafraîchissement, soit la résistance à la sécheresse pour pouvoir extrapoler ces résultats sur 9 essences, peut-être à d'autres essences qu'on utilise à Paris. Donc, j'ai mis quelques graphiques, sans rentrer dans le détail des résultats, mais on a pris là l'exemple de l'Avenue de France, qui est un des sites qu'on a équipé, sur une période où il y a eu des records de température en France. Donc là, on a choisi le 29 juin 2019. Et ce qu'on remarque donc, sur le graphique de gauche, c'est des écarts de température entre un arbre qui est équipé et un candélabre qui est équipé également dans la rue. Et ce qu'on remarque, c'est que potentiellement, toutes les essences semblent rafraîchir localement, puisqu'on a un écart de température d'environ 3 degrés effectivement sous l'arbre par rapport au candélabre dans la même rue. Et donc ça, c'est ce qui est en marron. Et la partie en bleu, c'est quand on passe au confort thermique, c'est-à-dire quand on prend l'effet des vents, de l'humidité sur place et qui traduit plus une température ressentie. Et là, on voit qu'on va jusqu'à un écart de 8 degrés entre le candélabre et les arbres. Et surtout, cet indice de confort thermique, il classe les températures selon des niveaux de stress. Donc, on voit sur la courbe en bleu à droite que sous l'arbre, on atteint un stress élevé, mais qu'on n'atteint pas, comme dans le reste de la rue, la zone de confort thermique qui est associée à un stress très élevé. Voilà, donc c'est quelques éléments pour illustrer ce qu'on espère
observés dans cette étude. Quelques autres perspectives et outils qui sont en cours de développement. Donc l'étude Sésame qui est menée avec le CEREMA. Je crois qu'une personne en parlera dans l'autre table ronde. En tout cas, l'idée, c'est de mieux évaluer les services écosystémiques rendus par les arbres, modulés à l'espèce. Donc, ça nous permettrait de mieux sélectionner les essences selon les cas et les situations en tenant compte de ces services écosystémiques. Un travail sur l'indice de canopée qui permet de mesurer la trame arborée du territoire parisien. Un travail qu'on souhaite affiner en essayant de déterminer la contribution des différentes essences à cet indice de canopée et dans différentes situations urbaines. Et puis, dans la perspective du plan arbre, la volonté d'élaborer un guide des essences pour essayer de diversifier au maximum les essences et de pouvoir les sélectionner selon les situations, les services écosystémiques et les usages de chacun des sites. Merci beaucoup, Mathilde. Nous invitons donc les participants à poser leurs questions à nos deux intervenantes dans l'espace questions-réponses. Et pour commencer, est-ce que vous avez mutuellement des questions à vous poser? Moi, je n'avais pas une question, mais j'avais une satisfaction. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait trouvé dans la bibliographie un effet de l'ordre de 2-3 degrés sous les arbres. Donc, je suis contente de voir que sur la température de l'air, vous étiez à 3 degrés parce qu'on n'avait pas beaucoup de références en France. Ça concorde avec ce qu'on trouve dans d'autres pays. Et je me pose la question, moi, comment faire pour que les différentes initiatives, je sais qu'il y a aussi des mesures à Lyon, pour que ces différentes initiatives de mesures puissent être, enfin, pas recoupées, mais capitalisées au sein des villes. Il y en a peut-être d'autres. Donc ça, c'est pour moi une question importante parce que quand on cherche des valeurs, quand on cherche des ordres de grandeur, comprendre, enfin, aussi documenter finalement le cadre dans lequel ça a été fait, la taille de la rue, l'orientation de la rue, enfin, qu'on ait tout un descriptif qui permette d'avoir une base de données finalement de mesures, même relativement simple. Oui, tout à fait d'accord. C'est vrai que quand on a voulu lancer l'étude, on s'est bien rendu compte qu'on allait pouvoir équiper que 36 arbres, ce qui est déjà pas mal, hein, mais effectivement avec des situations de rues différentes, avec un échantillonnage qui n'est pas forcément homogène dans toutes les rues, on n'a pas forcément typiquement à chaque fois les mêmes essences, etc. On a créé un conseil scientifique associé à notre étude, justement dans cette volonté-là de croiser des regards de chercheurs, d'autres collectivités, il y a Lyon, il y a Strasbourg, puis éventuellement leur donner l'envie de mettre en place le même dispositif pour pouvoir comparer nos données et avoir un échantillon à une échelle beaucoup plus large. Donc voilà, on est aussi dans cette même volonté. On a lancé aussi depuis mars de cette année une test-cifre avec l'Institut Agro, qui n'est pas que sur le sujet de l'étude arbre et climat, mais qui va nous accompagner dans l'analyse de la caractérisation des rues et de la mesure de ces effets rafraîchissants sur le climat local parisien. Alors, pour information, dans l'espace questions-réponses, il y a Sabrina Bibolet qui nous informe que Grenoble-Alpes Métropole va également équiper des arbres sur les espaces publics et qui sont intéressés pour partager leurs infos sur les espèces. Donc voilà, c'est une petite information. Mathilde, est-ce que vous aviez une question pour Marjorie ou alors est-ce qu'on passe aux questions des participants? Oui, j'avais éventuellement une petite question sur, du coup, plus l'échelle du confort thermique, mais l'échelle plutôt de l'îlot de chaleur urbain. Je ne sais pas si c'est documenté sur le lien entre la végétation et les couloirs d'air et la ventilation. C'est-à-dire qu'on a un peu l'idée qu'au plus on va végétaliser, et notamment par exemple à Paris, si on crée une ceinture de végétalisation, on risque de limiter les mouvements d'air et donc finalement avoir un effet peut-être inverse à celui recherché en termes de ventilation. Je ne sais pas si c'est documenté actuellement, mais c'est une question qui nous intéresse. C'est pas très documenté. Il y a peu de villes qui ont vraiment travaillé sur ces questions de couloirs d'air. De mémoire, je dirais qu'il y a, il me semble que c'est Stuttgart, qui a une grosse percée végétalisée qui permet, Stuttgart ou Francfort, je ne sais plus, je peux dire une bêtise, une vraie percée non constructible. Donc là, il y a des arbres forcément, mais les arbres ne font pas l'obstacle comme des bâtiments au vent.
Et donc là, l'idée, elle est vraiment, il y a une étude qui a été faite très tôt par des climatologues de ventiler la ville, de garder un couloir de vent avec de l'air qui arrive en venant de cette coulée verte. C'est ce que je connais dans la bibliographie. La ceinture verte, pour moi, elle ne couperait pas forcément le vent par rapport à la rugosité du bâti. Mais ça, je l'ai vu très peu documenté. C'est vrai que cette question de vent, elle est quand même plus locale que globale à l'échelle de la ville. Et puis, il y a surtout des travaux sur la forme urbaine. Localement, on sait que les arbres vont détériorer un peu. Enfin, si on a trop forte densité d'arbres, on va un peu détériorer le confort par l'augmentation de l'humidité et la vitesse du vent. Donc, on cherche plutôt à avoir de l'ombrage, mais garder des vitesses de vent assez importantes. Pas trop freiner le vent. Si on a une trop forte densité à hauteur de piéton, on freine évidemment le vent et puis on détériore le confort. C'est quand même un paramètre important du confort, le vent. Mais c'est vrai qu'à l'échelle des lots de chaleur urbains, cette question de vent, elle est très peu étudiée. Merci beaucoup pour cette réponse. On a à peu près encore une grosse dizaine de minutes pour prendre des questions des participants. Donc, Caroline, est-ce qu'on a des questions dans l'espace questions-réponses? Oui, alors il y a beaucoup de questions, donc je vais en piocher quelques-unes. Il y en a une qui revient formulée de plusieurs façons autour de finalement quelle est la meilleure stratégie sur le choix des plantations, des essences pour les plantations urbaines par rapport au changement climatique. Est-ce que il faut aller vers des végétaux méditerranéens ou alors vraiment s'appuyer sur les essences locales? Première question. Alors, moi, je ne sais pas si je saurais répondre parce que on a un peu la même question. C'est vrai qu'on pense que sur certains sites où on a de très fortes contraintes en termes de sécheresse, d'accès à l'eau, certaines essences locales ne sont pas forcément adaptées pour le site. Donc, mais en tout cas, à ce stade, on n'a pas souhaité, nous, faire disparaître les essences locales. Même au contraire, on continue à les favoriser. Mais c'est vrai qu'on se permet quand même d'ajouter de plus en plus d'essences méditerranéennes dans les projets. Et du coup, quelqu'un posait la question étant donné qu'il y a aussi des questionnements liés au froid, est-ce que c'est une donnée que vous prenez en compte, le fait qu'il n'y ait pas forcément qu'un réchauffement, mais potentiellement un refroidissement aussi Nous, on ne le prend pas trop en compte pour l'instant. On a une étude de vulnérabilité qui a été faite sur le territoire parisien qui montrait que ce n'était pas forcément quelque chose qui allait toucher, en tout cas au cœur de Paris, les problématiques. Ce serait une question peut-être à se poser sur les bois, mais j'avoue que oui, on ne s'est pas encore trop posé la question pour l'instant. Une autre question qui est posée autour de finalement encourager la végétalisation, c'est aussi aller au-devant peut-être de difficultés au niveau de ce qui se passe dans le sol, c'est-à-dire la cohabitation avec les réseaux enterrés, les réseaux de chaleur. Est-ce qu'il y a une réflexion à ce sujet, notamment au niveau de la ville de Paris? Oui, oui. Donc moi, c'est vrai que ma division, elle s'appelle expertise sol et végétal. Donc, je tiens beaucoup à la partie sol aussi. C'est quelque chose qui est très bien repris dans le plan arbre aussi, puisqu'il y a toute une partie dans le plan d'action de la ville qui vise aussi à préserver la pleine terre et à fournir les conditions qui vont être favorables au maintien des arbres sur le long terme. On a la chance de disposer d'un laboratoire d'analyse de sol en interne à la ville de Paris qui permet aussi de s'assurer d'une certaine qualité des terres qui sont apportées ou pour utiliser les terres qui sont en place dans les projets d'aménagement. Donc oui, c'est une partie qui est particulièrement prise en compte pour les plantations. Une autre question aussi autour de la connaissance des indices thermiques liés aux essences. Est-ce que c'est une perspective que ces données soient disponibles dans les outils du BIM, du LIM, du CIM à venir et que ça soit vraiment intégré aussi peut-être auprès d'autres acteurs de l'aménagement? Peut-être pour Marjorie. Moi, je serais plutôt dans ceux qui seraient demandeuses. Je ne sais pas si on peut avoir la réponse, mais effectivement, nous, c'est aussi un enjeu pour les études, notamment en termes de modélisation, d'avoir une donnée facilement intégrable, non seulement au niveau de la végétation, effectivement, mais également au niveau des sols, parce que quand on fait des modélisations microclimatiques urbaines, ça, c'est une information qu'on n'a absolument pas, en fait, la donnée sur le sol et le sous-sol.
Mais enfin, le sous-sol peu profond, hein, on ne cherche pas forcément à aller très loin. Mais effectivement, c'est un enjeu, je pense également, enfin, c'est un enjeu pour tous, hein, d'avoir cette donnée. Il y a plusieurs questions qui ont porté sur l'étude Arbre et Climat de la ville de Paris pour savoir où on pouvait trouver ces références. Donc peut-être qu'on pourra les glisser dans le chat ou les communiquer a posteriori via le replay de ces assises. Il y a des questions qui tournent autour des espèces exotiques envahissantes. Je propose qu'on puisse les garder pour la seconde table ronde, puisqu'on a aussi une spécialiste de ce sujet avec Annabelle Porté. D'autres questions autour de l'étude des revêtements de sol et du confort thermique. Si la végétation peut faire partie des solutions, est-ce qu'il y a des connaissances aujourd'hui et une application de ces connaissances sur le choix des revêtements de sol permettant d'optimiser le confort thermique et la réduction des îlots de chaleur urbains? Pour Marjorie, je pense. Oui, alors il y a eu des études qui ont permis de comparer différentes stratégies. Notamment, il y a eu une étude sur Lyon, sur la Pardieu, qui était faite en réponse à un appel à projet de l'ADEME, où on a comparé des stratégies de matériaux réfléchissants, de végétalisation et d'arrosage des rues. On se rend bien compte que... Alors, on les a comparés en les opposant finalement, et on a montré qu'on pouvait plutôt optimiser, c'est-à-dire suivant les surfaces, avoir des solutions adaptées, plutôt des solutions réfléchissantes sur les bâtiments. On voulait protéger finalement des apports solaires, des solutions d'arrosage sur certains espaces urbains où ça pouvait être intéressant pour les rafraîchir localement à certains moments parce qu'on ne pouvait pas non plus les ombrager. Et puis le végétal pour ombrager là où on voulait apporter un confort tout au long de la journée. Et on ne peut pas forcément arroser parce qu'on a un usage très important, par exemple sur des places publiques, des places multimodales, etc. Donc en fait, plutôt que de les opposer, les performances ne sont pas du tout les mêmes. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir à comment les composer. Et à l'heure actuelle, ce qui pourrait être très intéressant à analyser, c'est comment on pourrait avoir au niveau de ces matériaux des matériaux très multifonctions. Pour l'instant, on voit vraiment les matériaux de sol comme des supports pour se déplacer, on va dire essentiellement, ou des supports d'usage. Mais bon, il y a des expériences intéressantes sur les bétons poreux qui permettent de planter au-dessus et avoir l'eau, le transfert d'eau vers les sols. Commence à y avoir des études sur des pavés évaporants également. La question du stockage de l'eau se pose dans ce cas-là parce que, évidemment, on en aurait besoin quand il ne pleut pas. Donc, il faudrait pouvoir stocker l'eau sur plusieurs jours, voire sur plusieurs mois. Moi, j'irais vraiment à essayer de composer, et notamment aussi, on les étudie peu en France, mais les Italiens travaillent aussi sur les voies de l'ombrage, sur d'autres solutions grises, on va dire, qui seraient bien complémentaires, qui créeraient aussi l'ombrage. Il y a cette question-là, puis à l'échelle de l'îlot de chaleur urbain, je tenais quand même, moi, à faire remarquer que sur les études sur Paris qui ont été menées par Météo France, elles montrent qu'avec beaucoup de végétation, on arriverait à gagner 2-3 degrés sur l'îlot de chaleur urbain. Il montre aussi que si on va vers un doublement de la climatisation, on en perd 1 ou 2. Donc, il y a vraiment à jouer sur tous les plans d'une manière très complémentaire, mais on ne résoudra pas tout par le végétal, je pense, surtout si on a cette contrainte d'eau, puisque dans les 2-3 degrés, il y a une part qui est liée à l'évaporation, hein, puisqu'on monte sur des concentrations de 75% de végétation, de sol libre végétalisé sur Paris, ce qui était énorme en fait. Donc là, il faut beaucoup d'eau. Et c'était ce qui était montré aussi par l'étude de Météo France. Donc, Merci Marjorie. Merci beaucoup à tous pour vos nombreuses questions. Je pense qu'il reste le temps pour prendre une dernière question. Alors, vous Alors, êtes
500, donc effectivement, on ne peut pas prendre toutes les questions, mais Caroline, si tu devais choisir une dernière Oui. question. Alors, une qui revient un peu en filigrane sur finalement l'effet synergique de la composition d'aménagement avec plusieurs strates. Est-ce que c'est étudié sur à la fois l'efficacité en termes d'ambiance et puis après, quelles contraintes ça peut avoir? On parlait justement des contraintes d'eau. Bon, est-ce que c'est étudié au niveau scientifique et est-ce qu'il y a des applications, des exemples au sein de la ville de Paris sur des aménagements multistrates faits pour le rafraîchissement urbain? Peut-être d'abord Marjorie ou alors Mathilde. J'avais pas forcément de réponse, moi, sur ce sujet. Alors Mathilde, est-ce qu'il y a des applications, des exemples? Je ne sais pas non plus s'il y a des études qui sur l'effet démultiplié du fait de différentes strates. Après, c'est quelque chose qu'on applique maintenant de manière un peu systématique, déjà dans une logique aussi de biodiversité, de trame verte. Mais oui, voilà, ce n'est pas forcément quantifié et fait dans une logique de rafraîchissement. Mais ça y contribue certainement. Alors, peut-être sur les questions biodiversité, Annabelle Porté, je vois que vous levez la main, peut-être un Je me complément. suis allumée à cause de ça. Comme vous ne répondiez pas, bonjour. En fait, j'ai lu, alors ce n'est pas des études en France, je ne sais pas si on l'étudie en France, mais j'ai lu des publications sur l'effet en fait combiné d'avoir une végétation sous les arbres d'alignement sur les trottoirs comparé à des arbres sur bitume. Et donc, en fait, on a un effet, on peut dire, moindre de l'arbre parce que le bitume a plus chauffé que l'herbe. Mais en fait, la présence de la végétalisation basse, herbacée, évite en fait la surchauffe première. Donc, c'est un peu, ça rafraîchit moins, mais ça a moins chauffé. Donc, en fait, on y gagne d'avoir de l'herbe sous les arbres plutôt que du bitume en alternance entre les arbres. Donc, je ne me rappelle plus dans quel pays c'était fait, mais je me rappelle bien de la publi. Oui, effectivement, il y a eu des études d'arbres sur du bitume ou sur de la pelouse qui montraient qu'on avait une meilleure, des températures de feuillage plus faibles. Il y a aussi eu des études qui ont montré en Angleterre que suivant la nature du sol, la quantité de feuillage pouvait être très différente et donc du coup le pouvoir évaporant. Et si on avait le double de feuillage, par exemple, sur les études qui avaient été montrées entre des sols très compactés et pavés et des sols qui avaient été construits pour favoriser l'infiltration de l'eau et l'aération du sol, on pouvait avoir un rapport de 1 à 5 sur le flux d'évapotranspiration. Donc, du coup, le pouvoir évaporant et puis le rafraîchissement de l'arbre. Donc 1 à 2 sur le feuillage, mais 1 à 5 sur ce qui était montré par les Anglais. Et là, c'est en fonction du sol et donc et puis c'était aussi la couverture du sol. Mais effectivement, je n'ai pas vu, il y a très peu d'études en France. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup à nos 3 intervenantes pour ces échanges riches qui ouvrent de nombreuses perspectives à continuer à explorer pour favoriser l'émergence de villes bioclimatiques. Maintenant, nous vous proposons de faire une petite pause filmo.